Les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, la Cour de cassation fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Les hautes autorités judiciaires appellent à des réformes pour restaurer la confiance dans la justice. Ouverture à Kinshasa du Forum national sur les enjeux socio-économiques et miniers des accords de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Objectif, formuler des recommandations pour une meilleure gouvernance du secteur minier. Enfin, à l'international, la Zambie vise un record avec 3 millions de tonnes de cuivre par an d'ici 2031, tandis que la RDC revoit ses prévisions à la baisse. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit en titre, ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, la Cour de cassation fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Les hautes autorités judiciaires appellent à des réformes pour restaurer la confiance dans la justice. Suivez. La Cour de cassation a fait sa rentrée ce lundi au Palais du Peuple, en présence du président de la République et de plusieurs hautes autorités de l'État. Un moment solennel pour marquer le début de l'année judiciaire 2025-2026, ouvert par les traditionnels mercuriales, discours d'ouverture des juridictions suprêmes. Première prise de parole, celle du bâtonnier national. Il a plaidé pour la suppression de la procédure des prises à partie des magistrats. Pour lui, cette action spéciale est devenue une source d'insécurité juridique, voire de pression sur les juges. Il propose un changement des paradigmes, que l'État soit seul responsable en cas de faute judiciaire, comme cela s'est fait dans d'autres systèmes. Le magistrat, dit-il, est un organe de l'État. L'État ne peut pas se retourner contre lui-même. Il plaide pour un cadre plus cohérent, plus protecteur de l'indépendance de la justice, fondé exclusivement sur les régimes disciplinaires. Le procureur général, de son côté, a insisté sur la nécessité d'une loi spécifique sur l'enrichissement illicite. Objectif, pouvoir sanctionner les écarts manifestes entre patrimoine et revenus, même sans preuve directe de corruption. Une telle loi inverserait la charge de la preuve, obligeant les agents publics ou toute autre personne à justifier l'origine licite de leurs biens. Pour lui, c'est un outil indispensable pour moderniser la lutte contre la corruption qui reste l'un des principaux freins à la gouvernance. Il appelle à rompre avec la complaisance et à envoyer un signal fort d'exemplarité. Enfin, le premier président de la Cour de cassation a mis en garde contre le dérive au sein du barreau, collusion, corruption, procédure détournée. Il appelle à une moralisation profonde de la profession. Il a salué les avocats qui chaque jour défendent les justiciables avec intégrité, mais déplore que certains ternissent l'image de toute la profession. Pour lui, la justice ne peut inspirer confiance que si tous ces acteurs font preuve d'éthique, de rigueur et de responsabilité. La rentrée judiciaire 2025-2026 s'ouvre donc dans un climat de réflexion et d'appel à la réforme pour une justice plus cohérente, plus éthique et plus indépendante. Sauvons le Congo, c'est la nouvelle plateforme politique lancée à l'issue du conclave de Nairobi ce 15 octobre 2025, initiée par Joseph Kabila. Elle le désigne président et adopte les 12 points de sortie de crise présentés lors de son dernier discours à la nation. Les participants dénoncent le verdict de la haute cour militaire condamnant Kabila à mort, qu'ils jugent injuste et politique. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons un invité. Il s'agit de M. Christian Moulika. Il est politologue et coordonnateur de la DIPOL, Dynamique des politologues du Congo. Bonsoir à vous. Bonsoir madame.
Alors, que pensez-vous de la nouvelle plateforme mise en place par Joseph Kabila, qui d'ailleurs réunit en son sein plusieurs politiques exilés, mais aussi on retrouve quelques figures de l'opposition. Alors, sachant justement que ce dernier a été condamné par la justice congolaise. Je crois que c'est la réponse politique, hein. Depuis la condamnation, beaucoup attendaient quelle sera la réaction de Kabila. Je crois que là, il a apporté une réponse politique, à savoir, il veut rester dans le jeu, il ne se pense pas exclu, il pense organiser une France de l'opposition autour de lui et se redonner un rôle et un positionnement dans le jeu politique intérieur. Et cette réponse, elle réunit essentiellement, je peux dire, une certaine opposition de l'extérieur. Parce que quand vous prenez Jean-Claude Bouemba, Franck Diongo et d'autres visages, c'est davantage une opposition externe. Est-ce que la plateforme aura la capacité de rallier d'autres opposants comme Fayoulou, Kabound ou Katumbi? Est-ce que cette dynamique qui se construit à l'extérieur aura la capacité de mobiliser en interne pour constituer une vraie force politique? Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse aujourd'hui, mais on voit que l'acteur se repositionne pour rester au centre du jeu politique malgré l'exclusion faite par Kinshasa. Alors hier, justement, il y a eu une signature d'un accord entre le gouvernement congolais et la FC M23. Il y a quand même cette imbroglio qui est mis en place quand même. On se dit qu'aujourd'hui, il y a la sortie de cette plateforme, alors qu'hier, le gouvernement a signé un accord avec l'AFC M23. Cela ne viendra pas entraver ce processus de paix? Non, je crois d'ailleurs que les deux dynamiques se rejoignent. La signature de l'accord hier, ce n'est qu'une partie de la mise en œuvre de l'accord, de la déclaration de principe signée au mois de juillet entre le gouvernement et les M23. La déclaration de principe posait le principe, si on peut se répéter, d'un cessez-le-feu permanent. Et pour surveiller ce cessez-le-feu permanent, il fallait mettre en place certains mécanismes, notamment le mécanisme de surveillance avec la MONUSCO, pour garantir le respect de ce cessez-le-feu. Et la dynamique qui se met à Nairobi, en fait, peut se joindre à cela dans une logique où Kinshasa a toujours présenté la crise comme dans sa dimension extérieure, à savoir la dimension de l'agression. Alors que le 1-23 et l'opposition ont toujours mis l'accent sur la dynamique intérieure, à savoir les éléments de la dynamique interne qui doivent conduire à un dialogue. Et si vous suivez les déclarations de ceux qui sont en Nairobi, ils se positionnent également dans une logique ou dans une perspective des dialogues inclusifs. Donc, que cette dynamique intervienne juste après que le gouvernement ait négocié avec le 1-23 cette signature, et d'ailleurs la déclaration de principe parle également des causes profondes à explorer, peut se joindre comme une volonté de se positionner en perspective d'un dialogue politique interne. Mais est-ce que vous estimez que ce dialogue qui est justement envisagé par cette nouvelle plateforme pourrait marcher, étant donné que Kinshasa reste quand même ferme quant à cette question? Effectivement, la difficulté aujourd'hui, ou l'enjeu aujourd'hui, c'est comment Kinshasa se positionne sur la question du dialogue inclusif. On sent un président de la République, il a répété en Belgique, qui reste fermé sur une participation de ce qui serait proche de la rébellion. On sent également une volonté d'éviter un facilitateur extérieur. Et donc, il y a beaucoup de conditionnalités aujourd'hui qui limitent probablement la mise en œuvre d'un dialogue à court terme. Est-ce que c'est un jeu de positionnement où chaque acteur fait de la surenchère pour nous amener à jouer la montre vers 2026? Ou est-ce que ce sont des positions, je dirais, maximalistes que l'on pourra revoir à la baisse? Ou c'est des propositions de fermeture qui vont alors bloquer le processus d'un dialogue interne? Chaque acteur dans ce contexte se positionne en évoquant des éléments qui peuvent être des négociations, mais qui peuvent évoluer. On a vu un président fermer un processus de dialogue, aujourd'hui plus ouvert, mais avec des conditions. Peut-être demain qu'il va encore évoluer en ayant joué sous les temps. Voilà, merci Monsieur Christian Moleka. Je vous reviens dans quelques minutes. On va poursuivre avec l'actualité. La MONUSCO se dit prête à accueillir les éléments des FDLR désireux de se rendre en réponse à l'appel lancé par les FARDC. Une position réaffirmée par la porte-parole de la mission onusienne lors d'une interview exclusive accordée à Géopolis Télévision. Madame Ndeye Kadi, porte-parole de la MONUSCO, a été interviewée au téléphone par la rédaction de Géopolis Télévision. Suivant. À ce jour, la MONUSCO n'a pas reçu de demande officielle de la part des FDLR concernant une assistance sécuritaire pour rejoindre le camp de cantonnement de Goma. Toutefois, la mission reste pleinement engagée à travailler en étroite coordination avec les autorités congolaises dans le cadre du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire
issu de l'accord de Washington. Ce mécanisme vise à faciliter le rapatriement volontaire des membres de groupes armés étrangers, conformément au mandat du Conseil de sécurité. La MONUSCO dispose d'une expertise opérationnelle avérée dans le domaine du désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion et réinstallation, qu'on appelle communément DD3R. Elle a mis en place des centres de transit sécurisés comme celui de Mounigui dans le Nord Kivu, où les ex-combattants reçoivent un accueil structuré, notamment des soins médicaux, un soutien psychologique, de l'hébergement, de l'alimentation et aussi une très bonne préparation avant le rapatriement. Cependant, dans le contexte sécuritaire actuel marqué par la présence de groupes lourdement armés et des de mobilité, la capacité de la MONUSCO à garantir une sécurité totale sur les itinéraires rencontre plusieurs défis. La mission assurera par ailleurs la coordination avec toutes les parties prenantes avant de faire parvenir son appui pour garantir la protection de tous les rendus et de leurs dépendants. La MONUSCO est consciente des interrogations légitimes de l'opinion publique congolaise. Elle réaffirme que la protection des civils demeure au cœur de son mandat. Durant son cycle de vie, la MONUC, devenue MONUSCO en 2010, a contribué au rapatriement de plus de 30 000 combattants étrangers. Elle a aussi renforcé ses mécanismes de coordination avec les forces armées de la République démocratique du Congo et les partenaires régionaux. Elle a maintenu ses bases dans des zones sensibles, notamment celles sous contrôle du groupe armé M23. En l'absence d'autorité étatique effective, elle continue à soutenir les efforts de sensibilisation auprès des groupes armés pour encourager les réductions volontaires. La mission reste déterminée à accompagner le gouvernement congolais dans la stabilisation de l'Est du pays tout en préparant une transition responsable vers une prise en charge nationale des fonctions de paix et de sécurité. Comment faire bénéficier à la population congolaise des retombées des accords miniers liant la RDC et à ses différents partenaires tant régionaux qu'internationaux? Un forum national sur les enjeux socio-économiques et miniers des accords de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs a été ouvert ce mercredi à Kinshasa, où des participants sont appelés à produire des recommandations susceptibles d'améliorer la gouvernance du secteur dans le pays. José Junior Owawa. Effectivement, ça vaut la peine que nous puissions faire ça, parce que nous savons très bien que nous avons besoin de la paix. Rien que la paix. Notre présence ici demande d'abord notre volonté à soutenir le chef de l'État qui est en train de se battre pour qu'il y ait la paix à l'est de notre pays, qui est actuellement envahi. Et nous savons les raisons pour lesquelles notre pays est envahi. C'est pourquoi, comme le président de la République ainsi que son gouvernement sont déterminés à avancer dans le processus de paix, nous nous sommes dit, pourquoi pas réfléchir, pourquoi pas étudier ensemble, pourquoi pas avoir des échanges fructueux qui pourront nous aider à avoir des idées claires, pourvu que lorsque ces accords de paix seront signés, que cela puisse profiter à tout le monde, que ce ne soit pas un problème d'un intérêt individuel ou d'un groupe de gens, mais que toute la population puisse profiter de ces accords de paix sur les accords sur les pays. En tout cas, cet atelier regroupe plusieurs experts, parce que nous avons besoin de l'expertise de tout le monde. Et nous estimons qu'à la fin de cet atelier, nous aurons des résolutions que nous allons proposer au gouvernement, pourvu que lorsque les accords seront signés, j'insiste, cela puisse profiter à tout le monde. Les populations locales, les sociétés civiles, tout le monde puisse s'y retrouver. Parce que nous ne voulons pas que ça puisse être pour le profit d'un groupe, mais nous voulons que la population se retrouve. Et les entreprises qui viennent pour investir, qui viennent pour exploiter ensemble avec nous, nous apportent ce qui est du positif, ce qui est important, qui va contribuer au développement socio-économique de notre pays. Nous savons que notre pays est riche, nous le savons tous, mais l'exploitation de nos ressources humaines ne profite pas à la population. Parce que la misère ne fait que continuer. Nous sommes un pays en voie de développement, bien sûr, mais tout ça nous inquiète. C'est pourquoi nous nous sommes dit, pourquoi pas réfléchir, pourquoi pas trouver une résolution que nous allons proposer au gouvernement, pourvu que lorsqu'il y aura ces accords, ça puisse profiter à toute la population.
Et puis, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa Tuluka, a ouvert à Washington la première édition du Forum économique et d'investissement RDC-États-Unis. Elle y a présenté la RDC comme un partenaire stratégique pour les États-Unis, avec des vastes opportunités dans les secteurs de mines, de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures et des technologies. Elle a salué la volonté de bâtir un partenariat durable et remercié le président Donald Trump pour son soutien à la paix dans l'Est du pays. La chef du gouvernement a également souligné les réformes majeures visant à améliorer le climat des affaires, telles que la digitalisation, la simplification fiscale et la création des zones économiques spéciales, invitant les investisseurs à se rendre en RDC. Elle a conclu: en choisissant d'investir en RDC, aujourd'hui, vous faites le choix de l'avenir. Je vous laisse suivre un extrait de son intervention. Ce forum incarne la volonté partagée de nos deux nations de bâtir un partenariat économique durable, équitable et mutuellement bénéfique, fondé sur la confiance, la transparence et la complémentarité des intérêts. Avec une population estimée à plus de 100 millions d'habitants, une géographie unique et un potentiel naturel exceptionnel, la République démocratique du Congo se positionne comme un partenaire stratégique des États-Unis d'Amérique dans la construction d'une économie verte, résiliente et inclusive. Ce forum constitue donc une tribune privilégiée pour présenter les opportunités concrètes qu'offre notre pays dans des secteurs à fort potentiel. Comme cela a été dit avant moi, on peut citer les mines et l'énergie, notamment à travers le programme INGA 3 et le développement des chaînes de valeur du cuivre, du cobalt et du lithium pour la transition énergétique mondiale. Il y a aussi les infrastructures routières et ferroviaires, telles que le corridor de Lobito, véritable catalyseur d'intégration régionale et de compétitivité continentale. Nous avons aussi l'agriculture, pilier essentiel de diversification de l'économie et de notre sécurité alimentaire. Et enfin, on peut citer la technologie, l'éducation et la santé, garante d'un capital humain fort et d'une croissance inclusive. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger a fait du climat des affaires un levier central de la transformation structurelle de notre économie. Nous avons engagé des réformes profondes et ambitieuses pour instaurer un cadre économique plus prévisible, transparent et compétitif afin de rendre la République démocratique du Congo plus attractive à l'investissement, de favoriser la création d'emplois et de consolider la confiance entre l'État et les acteurs économiques. Face à la spéculation, la Banque centrale du Congo monte le ton. Elle alerte sur les pratiques jugées nuisibles au franc congolais et promet de veiller à un marché de change transparent. Pour Alexandre Choué, expert en économie, rétablir l'ordre est désormais une nécessité. Daniela Kalala nous en dit plus. Dans un communiqué sorti ce lundi 13 octobre 2025, la BCC met en garde les cambistes accusés de déstabiliser le franc congolais. Par cette communication, la Banque centrale du Congo tient à dénoncer la spéculation abusive sur le marché de change d'une part et à rassurer la population, restaurer la confiance et freiner la hausse de taux de change à Kinshasa d'autre part. Pour l'économiste Alexandre Choué, il faut rétablir l'ordre sans entraver les libres-échanges. J'estime pour ma part que le marché de change congolais est mal organisé. Et ceci tient au fait que les acteurs qui interviennent sur ce marché ne sont pas tous habilités à intervenir comme la loi le prévoit ou comme l'édicte l'instruction numéro 7 de la Banque centrale, parce qu'il y a des intervenants informels et qui ne sont pas en train d'opérer en conformité avec les dispositions légales. Cet état de choses rend difficile le suivi des opérations et ne permet pas à la Banque centrale également de suivre les mouvements que connaissent les instruments de paiement au sein de l'économie ou sur le marché
Nous sommes effectivement en régime de change flottant. Ça ne veut pas dire que la Banque centrale ne va pas faire quelque chose. Non, la Banque centrale va agir. Mais elle n'intervient pas en fixant le taux, mais plutôt en agissant soit sur l'offre ou soit sur la demande de devises pour que l'on puisse arriver à un taux de change qui estime être meilleur ou idéalement encore adapté par rapport à la trajectoire et aux besoins de l'économie. C'est ce qu'il faudrait noter. Donc aujourd'hui, si on arrête des cambistes pour avoir pratiqué des taux, ça c'est pas conforme à l'esprit des textes qui organisent actuellement notre régime de change. Un délicat équilibre pour la BCC entre la stabilisation de la monnaie et le dynamisme du marché. Je reviens à notre invité de ce soir, Monsieur Christian Moleka. Un sujet qui demeure à la une de l'actualité, l'appréciation du franc congolais, et la Banque centrale a pris quelques mesures appelant le public à se rendre auprès des banques commerciales, mais aussi vers les bureaux d'échange qui sont agréés par elle. Mais face à cette spéculation, pensez-vous que cette mesure pourra-t-elle être efficace? Faudrait-il pas penser aussi à la traque des différents cambistes qui fixent le taux en ne tenant pas compte au taux indicatif de la Banque centrale? Bon, la traque, c'est assez fort de parler des traques. Je crois que déjà, la mesure, la première, c'est vrai que la Banque centrale stabilise le franc congolais parce que ce comportement spéculatif naît du fait qu'on a une spirale descendante que personne ne maîtrise, qui crée une forme d'anxiété et qui, pour les opérateurs économiques, soit crée le réflexe d'acheter au taux le plus bas pour pouvoir s'approvisionner en dollars, ou certains, ce réflexe spéculatif pour gagner un peu plus de profits. Et donc, si on veut arrêter l'effet spéculatif, il faut déjà que la Banque centrale stabilise la monnaie. Après, oui, il faut encadrer, pousser les banques commerciales, y compris les maisons de change, à respecter les instructions liées à l'activité de change dans notre pays. Lorsqu'on dit des bureaux de change agréés, moi je prends un exemple, si vous êtes à Kimbanseke, à Mikondo ou à Massina, combien de bureaux de change sont agréés? Donc là, c'est une mesure, oui, mais il faut aller plus loin que cela. Il faut réglementer, encadrer, mais davantage stabiliser la monnaie. Parce que c'est cette frayeur liée à cette spéculation qui entretient cette spirale descendante et cette spéculation que font les cambistes. Voilà, merci à vous, Monsieur Christian Moleka, d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup pour l'invitation. À Kinshasa, la décision des autorités urbaines annonçant la fermeture des fourrières privées suscite des réactions officiellement motivée par la volonté de mettre fin aux abus constatés. Cette mesure vise également à réduire les accidents liés à leur fonctionnement. Pour un responsable des fourrières, cette mesure risque d'affecter leur travail. C'est un reportage de Myriam Likio. L'hôtel de ville de Kinshasa a pris une décision radicale, fermer toutes les fourrières privées opérant dans la capitale. Cette mesure, annoncée par les autorités urbaines, vise à rétablir l'ordre dans la gestion des véhicules saisis et à lutter contre les pratiques abusives ternissent l'image de ces structures. Selon plusieurs sources officielles, des cas récurrents d'extorsion, de rétention illégale des véhicules et d'accidents ont été signalés, poussant la ville à reprendre le contrôle. La fermeture de ces fourrières s'inscrit donc dans une démarche de transparence et de meilleure organisation du système. Interrogé à ces sujets, Michel Katanga, chef d'une fourrière privée GB16 à proximité de l'échangeur, affirme que cette décision tombe brusquement, sans concertation, affectant ainsi leur travail. Normalement, en tant que Moutou, na kati ya fourrière yango ceux qui communiquaient à Bongo et Salemi. En tant qu'acteur du secteur, je me sens directement touché par cette décision. Notre fourrière fonctionne dans le respect des lois et collabore avec les autorités. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec cette mesure, car dans tous les domaines, le privé joue aussi un rôle essentiel pour appuyer les services publics. Supprimer complètement les initiatives privées risque de déséquilibrer le système au lieu de l'améliorer. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la fourrière. Il y a l'État proprement dit, et ça,
mingi ezaka ba privé chez nous. En attendant, la fermeture est effective et les véhicules détenus dans ces espaces devront être transférés selon les nouvelles directives à venir. Retour sur le terrain pour évaluer l'effectivité de l'obligation faite aux structures hospitalières pour la prise en charge des cas d'urgence sans contrepartie financière obligatoire avant la pose d'actes médicaux. 3 semaines après la prise de l'arrêté du ministère de la Santé, Géopolis Télévision a fait le tour de quelques structures de Kinshasa. L'arrêté signé le 17 septembre 2025 dernier par le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, continue à faire du tollé dans les rues de Kinshasa. Certains hôpitaux ayant pour principe d'exiger en premier lieu un paiement aux patients agonisants ou presque même mourants vont désormais écoper des sanctions allant jusqu'aux poursuites judiciaires selon les cas. La noble médecine nous montre que quand nous appelons les urgences, ça veut dire que là-bas, pour nous médecins, la priorité, c'est la vie humaine. Mais malheureusement, ce qui se passe au niveau des hôpitaux ici, parfois des hôpitaux privés de la ville-province de Kinshasa, souvent des personnes, des expatriés qui viennent, qui ont choisi la République démocratique du Congo pour venir faire leur business. Ils mettent beaucoup plus l'argent au devant avec des principes. Parfois, ce n'est pas de la faute de médecins, mais les médecins, lui, il attend le malade. Au niveau de l'administration, là-bas, déjà en bloc, on dit ça. Quand vous n'avez pas d'argent, vous n'aurez pas accès aux soins, alors que la personne est parfois dans des états critiques. C'est pourquoi ça tombe à pied nommé. Le fait qu'il y a eu des récurrences de toutes ces choses, le ministre national de la Santé a eu à prendre cette décision-là, qui est une décision sanitaire, qui revient à notre habitude première, qui est d'abord la santé de notre population, de nos patients. C'est l'aîné de notre souci. Certaines personnes ayant vécu cette situation se réjouissent de cette mesure. Par contre, pour certains hôpitaux, les premiers soins d'un patient sont pris en charge par l'hôpital avant de soumettre la facture à la famille. Dans la clinique chinoise, dans la réception, dans la kanangai, soko baye na onga na yami na sali fiche. Kali boso, et ça kabatala pour la clinique, dans bakene na salle d'urgence. Kana yewana, batali ke oh bakene na d'urgence. Bangomo basali ba ordonnance ba kaka na kata clinique ba pesiye kiss. Ba bisi la pharmacie. Premier soin ezaka kata clinique chinoise. Selon l'arrêté, tout établissement qui sera surpris en flagrance devra payer des amendes avec le risque de fermeture administrative de l'établissement. Le suivi de ces nouvelles mesures est bien assuré, selon le ministre provincial de la Santé. En sport, qualifiés pour les barrages Afrique de la Coupe du Monde, les Léopards de la République démocratique du Congo joueront leur demi-finale face aux Lions indomptables du Cameroun. Cette recette aura lieu en novembre prochain au Maroc pour le ticket qualificatif au barrage intercontinental. Blaise Kouzola. La République démocratique du Congo poursuit son rêve de qualification pour la Coupe du Monde 2026. À défaut d'un billet direct pour les États-Unis, les Léopards ont décroché les tickets d'escale au Maroc, synonyme d'une place aux barrages continentaux. Une performance arrachée de haute lutte à la suite de leur précieuse victoire 1-0 face au Soudan lors de la dernière journée des éliminatoires de la zone Afrique. Les hommes de Sébastien Desabre ont dû batailler jusqu'au bout pour sécuriser leur place parmi le meilleur deuxième du continent. Place désormais aux choses sérieuses, la RDC affrontera le Cameroun en novembre prochain sur le sol marocain dans un barrage à haute intensité qui s'annonce déjà bouillant. On va récupérer déjà, après de toute manière on va bien sûr se projeter sur ce match-là. Après, quel que soit, je dirais, l'équipe qui est devant nous, ça sera un beau match déjà entre deux belles équipes africaines et puis difficile également, mais on sait aussi qu'on a les armes pour pouvoir continuer notre route. Donc après on va s'y pencher tranquillement, mais ce soir c'était déjà important de faire l'essentiel et d'avoir je crois sur les 8 derniers matchs 7 victoires et malheureusement une défaite.
L'autre affiche mettra aux prises le Nigeria et les Gabon, deux poids lourds du football africain. Le vainqueur de ces confrontations décrocheront les derniers tickets africains pour la Coupe du Monde 2026 prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La RDC, qui n'a plus participé à une Coupe du Monde depuis 1974, espère enfin briser la malédiction. Avec une génération talentueuse composée de Chancel Mbemba, Fiston Mayele et Yohan Wissa, les Léopards croient fermement en leur destin. Le rendez-vous est donc pris pour novembre 2025 au Maroc, où la RDC devra faire parler son cœur, sa discipline et son mental face à une redoutable équipe camerounaise. Un seul objectif, décrocher enfin ses billets tant attendus pour les États-Unis et redonner au football congolais la place qu'il mérite sur l'échiquier mondial. Place à présent à la page internationale. Deuxième producteur africain de cuivre derrière la RDC, la Zambie veut extraire jusqu'à 3 millions de tonnes du métal rouge par an d'ici 2021, alors que la première mine congolaise a revu à la baisse ses prévisions pour 2025. Lusaka se dirige vers un record pour sa production cuprifère de l'année. Blaise Kozola. Le prix du cuivre pour livraison dans 3 mois a franchi la semaine dernière la barre de 11 000 $, se situant à une centaine de dollars seulement du pic historique établi en mai 2024. S'il a reculé à 10 880 $ la tonne ce lundi 13 octobre, le cours du métal rouge enregistre une hausse d'environ 20% depuis le début de l'année, faisant logiquement les affaires des compagnies productrices. Si les principaux pays producteurs africains suivent aussi de près cette évolution, la Zambie a plus que quiconque de raisons de se réjouir de ses prix élevés et des perspectives favorables à moyen terme. Sur les 4 dernières années, le pays d'Afrique australe a en effet vu sa production annuelle de cuivre baisser à 3 reprises, une tendance qui s'est inversée qu'en 2024. L'embellie est appelée à se poursuivre cette année alors que Lusaka vise le cap symbolique d'1 million de tonnes de cuivre produites en 2025 contre 821 000 tonnes en 2024. En maintenant cette dynamique, le pays s'attend à une hausse de ses recettes d'exportation ainsi que de revenus budgétaires tirés de redevances minières. La Zambie peut par ailleurs compter sur un marché favorable à moyen terme si l'on en croit les estimations des différents analystes. Alors que le pays veut produire jusqu'à 3 millions de tonnes de cuivre d'ici 2031, la banque Goldman Sachs note que le prix du métal rouge devrait se maintenir dans une fourchette comprise entre 10 000 et 11 000 $ la tonne au cours de ces 2 prochaines années. Sur la période 2026-2028, la banque UBS anticipe de son côté un pic à 6 $ la livre, soit 13 250 $ la tonne. Ces prévisions confortent les compagnies minières opérant en Zambie qui ont annoncé ces dernières années des investissements massifs pour augmenter la production du cuivre. Selon le ministère zambien de Mines, 9,3 milliards de dollars d'investissements ont été débloqués pour le secteur minier depuis 2024. Parmi ces projets, Barrick Mining prévoit de doubler sa production de cuivre à Lumwana grâce à un projet de 2 milliards de dollars, alors que le chinois JCHX prévoit 300 millions de dollars pour prolonger la durée de vie de sa mine de Lubambe. Notons que les perspectives pour le marché du cuivre restent portées par des fondamentaux solides malgré les incertitudes entourant l'évolution de prix à moyen terme. Si les perturbations conjoncturelles de l'approvisionnement observées depuis le début de l'année ont contribué à tendre le marché et augmenter le prix, le même risque de pénurie existe à long terme. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'offre inférieure de 30% à la quantité requise d'ici 2035 si des investissements massifs ne sont pas réalisés. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons faire un tour dans différents kiosques à journaux parus ce mercredi 15 octobre dans la ville de Kinshasa, dans cette revue de presse sélectionnée et commentée par Blaise Kozola.
Bonsoir. La revue de presse de ce mercredi s'intéresse à la signature à Doha sous la facilitation du Qatar du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et l'AFC M23. Le phare qui ouvre le bal signale qu'après la déclaration de principe conclue le 19 juillet dernier, les délégués du gouvernement et le représentant de l'AFC M23 ont signé ce mardi à Doha le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Selon ces quotidiens, les 10 mécanismes est composé notamment de représentants du gouvernement de la RDC, de l'AFC M23, d'observateurs du Qatar et des États-Unis, ainsi que de l'Union africaine, de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac et de la MONUSCO. Ce journal rappelle que cette signature intervient un mois après la mise en place du mécanisme d'échange et de libération de prisonniers. Info 27 estime que la signature de ces documents constitue une avancée majeure dans un processus entamé avec la déclaration de principe de Doha du 19 juillet dernier. Ces quotidiens souligne que ces dispositifs impliquent non seulement le parti au conflit, mais assurent également la transparence et la crédibilité. Pour ces tabloïds, la signature de ces documents marque la volonté affirmée de Kinshasa de protéger ses populations, de mettre un terme aux hostilités et de préparer les conditions d'un accord de paix global et durable. Loin d'être un simple geste diplomatique, précise Info 27, cette avancée concrétise l'engagement de la RDC dans un dialogue soutenu par la communauté internationale. La référence plus révèle que Nsumbusi Tamambu, haut représentant du président Tshisekedi, a signé ces mécanismes de surveillance au nom du gouvernement congolais, tandis que René Abandi, principal négociateur du M23, l'a fait pour le compte du mouvement rebelle auquel il appartient. Selon le terme de cet accord, précise la tempête de tropique, ces mécanismes de vérification auront pour mission de surveiller, contrôler et rapporter les violations éventuelles du cessez-le-feu. Cet hebdomadaire indique que l'objectif est de prévenir toute reprise des hostilités et de favoriser un climat de confiance entre les deux parties. À l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation dans la région de Grand Lac, rappelle le quotidien, l'ambassadeur Zenon Mukongo, représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies, a livré une déclaration ferme et sans équivoque sur la dégradation continue de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Entre-temps, rapporte Congo Nouveau, l'ancien président de la République Joseph Kabila a réuni du 14 au 15 octobre à Nairobi, capitale du Kenya, des figures de l'opposition congolaise pour des échanges sur la situation politique et sécuritaire qui traverse la RDC sous le règne de Félix Tshisekedi. Diplomatiquement, redoute cet hebdomadaire, ces rassemblements risquent d'avoir des conséquences sur les relations entre le Kenya et la RDC, étant donné que son initiateur Joseph Kabila est considéré par Kinshasa comme les cerveaux de la rébellion AFC M23. Fin de cette revue de presse. Au revoir. C'est ainsi que s'achève cette édition. Place au rappel des titres. Ouverture de l'année judiciaire 2025-2026, la Cour de cassation fait de la lutte contre la corruption sa priorité. Les hautes autorités judiciaires appellent à des réformes pour restaurer la confiance dans la justice. Et puis, ouverture à Kinshasa du Forum national sur les enjeux socio-économiques et miniers des accords de paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Objectif, formuler des recommandations pour une meilleure gouvernance du secteur minier. Enfin, à l'international, la Zambie vise un record avec 3 millions de tonnes de cuivre par an d'ici 2031, tandis que la RDC revoit ses prévisions à la baisse. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt et surtout restez fidèles à notre programme. Vous a été présenté par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la